Le 20e jour du procès fédéral de Sean Diddy Combs s'ouvre dans une atmosphère lourde, presque irréelle. À peine les portes franchies, une tension sourde s'impose dans la salle d'audience. Ce matin-là, une rumeur enfle. Le gouvernement a déposé une requête pour écarter un juré. La demande est classée confidentielle. Personne ne sait ce qu'on reproche exactement à ce juré, mais un détail intrigue tout le monde. La défense ne s'y oppose pas. Et dans un procès aussi tendu, un tel accord suffit à éveiller les soupçons. Diddy est là, déjà installé dans le box, silencieux, impassible. À ses côtés, sa mère, sa sœur, 2 de ses fils. Aucun mot n'est échangé, aucun geste superflu. Tous les regards se tournent vers la barre où Jane, identifiée comme victime numéro 2, s'apprête à témoigner à nouveau. Mais cette fois, ce n'est plus l'accusation qui mène l'interrogatoire. C'est la défense et plus précisément Teni Geragos, fille de l'avocat principal de Diddy. Sa mission, ébranler le récit de Jane. Jane s'avance, droite, calme, déterminée. Elle regarde Teni Geragos sans flancher. Contrairement à d'autres témoins, elle ne fuit pas les regards. Elle ne baisse pas les yeux, elle sait que ce moment sera dur, elle le vit pourtant sans détour, car c'est face à l'homme qu'elle a aimé qu'elle doit aujourd'hui raconter ce qui, selon elle, l'a brisé. Dès les premières questions, elle admet ce que beaucoup devinaient. Oui, elle a aimé Sean Combs, elle l'a admiré, il la valorisait, l'aidait à sortir de sa timidité, lui donnait l'impression d'être unique. Mais très vite, tout devient confus. Derrière les gestes tendres, il y avait des demandes déroutantes, des limites floues. Jane voulait bien faire, être la petite amie idéale, celle qui comprend sans qu'on parle, qui devine, obéit, s'adapte. Ce besoin d'être aimée l'a poussée loin, très loin. Ce qu'elle décrit, c'est une spirale, une relation déséquilibrée. Derrière le glamour, une emprise silencieuse. Elle parle d'un homme qui donnait, puis reprenait, qui offrait, puis exigeait, toujours avec le même sourire. Elle ne se décrit pas comme une victime naïve, elle dit les choses avec lucidité. Elle reconnaît avoir accepté certaines situations qu'elle ne comprenait pas, par peur d'être rejetée. Elle voulait rester dans la lumière de Diddy, ne pas retourner à l'oubli. Le cœur de son témoignage, ce sont ces soirées bien particulières, ce qu'elle appelle les soirées d'hôtel, rien de spontané. Tout était planifié, le lieu, l'heure, les participants, même les vêtements qu'elle devait porter. Elle parle de tenues achetées pour l'occasion, de talons de 15 cm à porter sur une île paradisiaque. Elle devait être désirable. Toujours pour lui et parfois pour d'autres hommes. Ces soirées, ce n'était pas de l'intimité, c'était une mise en scène. Diddy observait, parfois filmait. Il donnait des instructions, demandait à Jane de jouer un rôle, celui de l'amante infidèle. Un jeu qu'il contrôlait entièrement, mais Jane, elle, n'avait pas écrit les règles. Quand Teni lui demande si elle consentait librement, Jane répond « C'était sous pression. J'étais amoureuse, en manque d'affection, je voulais être celle qu'il voulait. » Ce qu'elle espérait, c'était que son obéissance suffirait pour rester près de lui. Il lui arrivait de se sentir mal à l'aise. Parfois, elle demandait à ce que certains hommes soient renvoyés. Diddy acceptait, mais toujours après coup, jamais quand elle en avait besoin. Pour lui plaire, elle aménage même son propre appartement dans l'idée d'y organiser des soirées similaires. Elle espérait lui prouver sa dévotion, créer un lieu à son image. Mais le décor changeait, pas le scénario. Jane insiste, elle n'a jamais vraiment eu le contrôle. Elle suivait les règles, croyant que c'était ça, aimer, se taire, se plier, rester. Jane poursuit son témoignage, elle parle d'un autre élément constant dans ses soirées, la drogue, principalement de l'ecstasy, qu'ils appelaient X. Officiellement, elle avait le choix. Mais ce choix, dit-elle, était une illusion. Diddy lui offrait la substance et s'attendait à ce qu'elle la prenne, une pression implicite, mais lourde. Le produit la rendait plus docile, moins inhibée. Il facilitait les scénarios que Diddy imaginait, souvent longs, exigeants. Elle devait être prête, disponible, souriante. Même si tout en elle criait non, un rituel revenait chaque semaine. Les F-It Fridays, des vendredis où, selon elle, toutes les limites sautaient, où plus rien n'était interdit. Ces soirées n'étaient pas des fêtes pour elle, c'était des tests. Elle y allait parce qu'il le fallait, parce qu'elle voulait rester, parce qu'elle ne voyait pas d'autre moyen d'exister à ses yeux. Mais à force, Jane commence à s'inquiéter. Pas seulement pour elle, aussi pour lui. Elle décrit un Diddy physiquement affaibli, des tremblements dans les mains, des gencives devenues grises, un teint anormal. Lors d'un vol vers la Thaïlande, elle lui dit « Regarde-toi, tu dois aller en cure ». Il répond sec «
Tu crois que je dois aller dans un endroit de taré ?» Elle tente malgré tout. Elle lui parle de la K-thérapie, un traitement censé l'aider à sortir de ses dépendances, notamment au Xanax, mais il ne l'écoute pas ou fait semblant. Il reste dans le déni. Un jour, il lui demande de transporter des substances dans ses bagages pour un vol vers Miami. Troublée, Jane contacte Christina Curram, l'assistante personnelle de Didi. Elle affirme que Curram lui aurait répondu que c'était bon, qu'elle pouvait les prendre. Aucun message écrit ne le confirme, mais Jane en est certaine. Elle se souvient de l'appel, de la voix, du ton. Dans leur monde, refuser n'était pas une option, ce n'était jamais un ordre direct, c'était un climat, une attente, une équation silencieuse. Si tu m'aimes, tu le fais. L'argent, lui, circulait abondamment. Didi envoyait de l'argent à Jane sans qu'elle le demande, 20 000 $ pour le loyer, 20 000 de plus pour acheter des meubles après une dispute. Il investissait aussi dans sa marque de vêtements. Elle estime qu'au total, il lui a versé plus de 150 000 $. Officiellement, il ne demandait rien en retour, mais elle sentait bien que cette générosité avait un prix. Elle s'est peu à peu éloignée de ses projets, de sa carrière d'influenceuse. Elle dit qu'elle n'a réalisé que 10% de son potentiel pendant cette période. Tout tournait autour de lui. Ce n'était pas seulement une dépendance affective, c'était une dépendance économique. Chaque virement, chaque cadeau, chaque faveur créait un lien invisible, une dette morale, et cette dette, Jane la ressentait jusque dans son corps. Ce qui finit par la briser, Jane ne le trouve pas uniquement dans l'intimité des soirées organisées. Ce qui l'use profondément, c'est ce qu'elle voit s'afficher jour après jour sur les réseaux sociaux. Elle, Jane, vit une relation secrète, jamais officialisée, jamais reconnue. Pendant ce temps, Didi s'expose publiquement avec une autre femme, Young Miami. Déclaration d'amour, voyage luxueux, sac de créateur, tout ce qu'elle espérait en silence, une autre le reçoit sous les yeux du monde entier. Ce n'est pas pour ça que j'avais signé, dit-elle, la voix tremblante. Elle voulait être unique, elle voulait exister. Mais à mesure que l'autre prenait la lumière, elle se sentait effacée, ignorée. Elle avoue avoir, dans des accès de douleur et de jalousie, insulté ses femmes dans ses messages à Didi, par rage rentrée, parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle, qui avait tant accepté, recevait si peu. La défense tente alors de la pousser dans ses contradictions. Elle lui présente des échanges vocaux et écrits datant de mars 2023, peu après un séjour aux îles Turques et Caïques, un voyage que Jane décrit comme éprouvant, notamment à cause de la présence imprévue d'un autre homme lors d'une soirée. Mais dans les messages, le ton est tout autre. Elle écrit « J'ai adoré ce voyage, je me sens encore plus proche de toi » et dans un audio, sa voix respire la joie, tout semble parfait. « Je suis tellement heureuse » Teni Geragos insiste. Comment expliquer un tel contraste? Jane ne fuit pas. Elle répond avec calme « J'ai aimé les moments avec lui, mais pas ceux avec les autres hommes. » Elle nuance, elle explique cette contradiction comme une stratégie de survie émotionnelle. Elle voulait lui faire plaisir, ne pas gâcher les rares instants de tendresse. Un autre message attire l'attention. Didi lui dit « J'ai ton contrat. Trouve-toi un petit coin sympa, je suis accro à toi. » Jane explique qu'ils appelaient ça leur love contract, une sorte de pacte émotionnel qu'elle prenait très au sérieux, peut-être trop, puis un surnom revient, Sipip, un mot codé associé à des objets utilisés pour consommer certaines substances. Didi l'utilisait souvent, Jane répondait avec enthousiasme, Sipip, c'est réel pour nous deux, c'est totalement mutuel, je suis tellement reconnaissante. La défense y voit la preuve d'un consentement actif, d'une implication volontaire. Jane y voit tout autre chose, une tentative désespérée de préserver le lien. Elle explique qu'en 2021, elle était encore amoureuse, qu'elle voulait éviter tout rejet, elle voulait lui faire plaisir, maintenir l'illusion. Elle confirme avoir proposé d'elle-même une lingerie noire pour une soirée. « Je vais passer à la boutique pour trouver quelque chose façon Matrix », écrivait-elle. Là encore, elle dit avoir voulu correspondre à ce qui l'attendait, se montrer parfaite, être celle qui lui convenait. C'était une manière de maintenir la paix, dit-elle, de prolonger l'illusion, de rester près de lui. Un nom revient avec insistance dans le témoignage de Jane, Christina Curram, l'assistante personnelle de Didi, une femme discrète mais omniprésente. Pour Jane, elle représentait bien plus qu'une employée, elle était un filtre, une barrière, toujours dans l'ombre de Didi, toujours en alerte. Jane explique qu'elle n'a jamais eu de véritable relation avec elle, elle la sentait distante, presque hostile. Elle pense même que Christina avait des jugements négatifs sur elle et
que ses jugements influençaient la manière dont Didi la traitait. « Je crois qu'elle ne m'aimait pas », dit-elle, et ça a pesé sur notre relation. Khurram ne disait pas grand-chose, mais son regard, son silence en disaient long. Jane affirme que Didi lui demandait de ne pas évoquer certaines choses devant elle, de cacher ce qui se passait, notamment les fameuses soirées d'hôtel. C'était une ligne à ne pas franchir, une règle tacite. Elle se souvient de cet appel à propos des substances à transporter à Miami. C'est Khurram qu'elle a contacté. C'est elle qui, selon Jane, a validé oralement le fait de les mettre dans ses bagages. Aucun message n'existe pour confirmer cela, mais Jane maintient sa version. Elle se souvient de la voix, du ton, de la certitude. Pour elle, Christina Khurram incarnait un pouvoir silencieux. Pas une ennemie, mais pas une alliée non plus. Une présence constante, pesante, qui rappelait à Jane qu'elle n'avait pas vraiment sa place, qu'elle devait se taire, composer, s'adapter. Alors Jane s'est tue, elle a encaissé, elle a appris à naviguer dans un espace flou où rien n'était clairement dit, mais tout était lourdement ressenti. Ce n'était pas noir ou blanc, pas simplement de la contrainte, pas exactement du consentement, c'était un entre-deux, un engrenage. Elle raconte que Didi avait des fantasmes précis. Il aimait orchestrer, mettre en scène, choisir les rôles, diriger les gestes, observer à distance. Elle exécutait, même lorsqu'elle disait oui, ce n'était pas toujours un vrai oui, c'était un « je n'ai pas le choix », un « je veux rester », un « je veux qu'il m'aime encore ». Un soir, seule, elle cherche sur Internet, elle tombe sur le mot « cuckold ». Elle lit, un homme qui tire du plaisir à voir sa partenaire avec d'autres, et soudain, elle comprend. Elle met un mot sur ce qu'elle vit. « Ça m'a aidé à comprendre », dit-elle. Pourquoi il avait besoin de ces soirées, pourquoi il me regardait sans jamais intervenir. Didi, lui, parlait de voyeurisme. Pour Jane, ce n'était pas un jeu, c'était un système, une mécanique, une emprise. Il y a des gens qui vivent ça par désir partagé, dit-elle. Moi, j'y suis allée par amour, par peur, par loyauté. Elle ne se pose pas en martyr, elle ne dramatise pas, mais elle affirme une chose, dans cette relation, ses choix, ses gestes, ses mots n'étaient pas toujours vraiment les siens. Elle confirme aussi avoir accepté que certaines de ses soirées soient filmées, pas par plaisir, par obligation, parce qu'il aimait revoir ces images, parce qu'elle voulait qu'il soit satisfait, parce qu'elle voulait qu'il la garde. Elle parle d'une fois où elle a demandé une soirée différente, sans substance, sans invité, juste eux deux, mais même en formulant cette demande, elle doutait. « Je le croirai quand je le verrai », écrivait-elle. Pour elle, ces soirées étaient devenues la seule façon d'exister à ses côtés. C'était ça ou rien. Le jour touche à sa fin. Le juge annonce que le contre-interrogatoire reprendra demain. Jane descend lentement de la barre, fatiguée mais droite. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas fui, elle a dit. Et pendant que les avocats rangent leur dossier, une autre tension demeure, celle du juré dont le sort reste incertain. La requête du gouvernement est toujours sous scellé. La décision du juge est attendue. Et si ce juré est écarté, c'est l'équilibre même du procès qui pourrait être ébranlé. Enfin, on apprend que la journée de demain sera plus courte, moins dense peut-être, mais certainement pas moins intense, car chaque mot prononcé ici, chaque souvenir mis à nu, façonne peu à peu une vérité éclatée, une vérité fragmentée, douloureuse, mais essentielle. Le rideau tombe sur le jour 20. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de partager autour de vous pour nous encourager. À la prochaine!